Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc débuter notre webconférence concernant la restitution aux tutelles. Je m'appelle Philippe Combe, je suis consultant au sein de la société BAW et je suis responsable de l'offre service public. Et bonjour à tous, je suis Guillaume Poulenard, au sein du cabinet Imago Conseil, qui est un cabinet spécialisé en gestion publique, au sein duquel je m'occupe plus particulièrement des questions touchant aux affaires financières, au budget, à la comptabilité, des organismes publics, administration d'État et opérateurs. Nous vous souhaitons tous bienvenue au webinaire qui est organisé donc par la société BAW Imago Conseil et qui est consacré à l'actualité de la gestion publique. Aujourd'hui, nous allons aborder plus particulièrement l'ensemble des éléments clés de la tutelle des établissements publics. La durée prévisionnelle de ce webinaire est d'1 heure et le plan, ce que nous vous proposons au travers de ce webinaire, c'est en premier lieu de resituer le contexte et les enjeux associés à la tutelle des opérateurs. Ensuite, nous ferons un focus sur les éléments qui nous semblent importants afin de préparer cette tutelle et nous l'illustrons avec notamment la tutelle sociale et puis nous vous proposerons une schématisation un petit peu de l'ensemble des flux des opérateurs vers les tutelles. Et puis nous élargirons le débat pour vous donner la parole, pour recueillir un peu vos expériences, vos attentes, vos inquiétudes et peut-être échanger sur cette présentation. Alors Guilhem, est-ce que tu peux nous rappeler exactement sur quoi se fonde l'existence de ce contrôle particulier qu'on appelle la tutelle? Oui, alors si on revient un tout petit peu historiquement, comme pour beaucoup de sujets qui touchent à la gestion de l'État, la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances de 2001, marque le point de départ un petit peu de la rénovation de cet exercice de contrôle que l'on appelle la tutelle. Tout d'abord parce que avec la LOLF, on met en place des financements qui sont des financements spécifiques, que l'on appelle les subventions pour charges de services publics octroyées aux opérateurs de l'État, et ou des ressources fiscales qui leur sont affectées pour financer leurs dépenses de services publics. Et la particularité de ces financements, et notamment des subventions pour charges de services publics, c'est qu'elles sont prélevées, on dit, sur le titre 3 de l'État. Le titre 3 de l'État, ce sont les dépenses de fonctionnement de l'État. Autrement dit, on est là face à des organismes qui ont une personnalité juridique distincte de celle de l'État, mais des organismes qui, malgré tout, sont financés à travers des dépenses de fonctionnement et non pas des dépenses d'intervention. Donc, on a des acteurs qui sont d'ores et déjà totalement intégrés dans le budget de l'État et la mise en place de ces financements a rendu nécessaire la délimitation de ce qu'on appelait les opérateurs. Autre manière de le voir, c'est qu'également ces opérateurs qui ont été mis en place par la LOLF constituent ce qu'on a appelé le premier cercle des participations financières de l'État. C'est l'État actionnaire qui, par les ressources qu'il octroie, par les moyens, notamment immobiliers, qu'il met à disposition de ces structures pour pouvoir fonctionner, et bien finalement se comporte un petit peu comme l'actionnaire principal de ces structures. Et donc il y a dans les comptes de l'État des flux retracés qui correspondent à ces prises de participation. Autrement dit, l'opérateur est également une composante des comptes de l'État. Et puis, troisième angle de vue, la LOLF a clairement défini que ces opérateurs participaient pleinement à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils sont investis d'une mission de service public d'intérêt général qui leur est dévolue par l'État, et à ce titre-là, l'opérateur participe à la mesure de la performance. Autrement dit, on a bien la délimitation d'un certain nombre d'entités qu'on a appelées les opérateurs, qui ne sont pas des structures subventionnées classiques, qui sont, on pourrait dire, un démembrement de l'action de l'État, ce qui se heurte un tout petit peu au principe d'autonomie de ces structures. Guilhem, on parle souvent de la circulaire de mars 2010. Est-ce que tu peux nous indiquer ce qu'elle est venue apporter en termes de pilotage stratégique? Oui, parce que cette circulaire, effectivement, elle nous parle de pilotage stratégique. On aurait presque pu l'appeler la circulaire de reprise en main des opérateurs de l'État. Je veux dire par là que c'est le premier texte, mars 2010, au cours duquel on essaye de redéfinir ce qu'est pour les opérateurs en particulier l'exercice de ce contrôle particulier qu'est la tutelle. Donc plusieurs éléments là-dedans.
la fixation d'un certain nombre de grandes règles directrices qui permettent d'organiser la tutelle, des règles d'organisation au sein des ministères, avec la définition d'un responsable ministériel au sein du ministère technique en charge de la tutelle, de contributeurs, donc une organisation pour mettre en place ce contrôle qu'est la tutelle. Deuxième point, des grandes échéances calendaires qui sont organisées par cette circulaire de mars 2010, avec notamment la consécration des pré-CA systématiques précédant les conseils d'administration des opérateurs, la mise en place d'un point stratégique à mi-année distinct des conseils d'administration, donc l'organisation dans le temps également de ce contrôle particulier qu'est la tutelle, et puis le rappel très clair que les objectifs des programmes ministériels ont vocation à se décliner aux opérateurs de l'État, à travers notamment, on y reviendra, un outil qui s'appelle le contrat de performance. D'accord. Et alors, y a-t-il d'autres conséquences qui sont liées à ce texte pour les opérateurs? Oui, au-delà de l'aspect organisation de l'exercice de la tutelle, il y a tout ce qui relève de la déclinaison des contraintes de gestion. L'effort de maîtrise des comptes publics engagé par l'État, consacré notamment à travers la RGPP, la révision générale des politiques publiques, a donné lieu quand même à voilà, un certain nombre de réformes de profondeur au sein de l'État, et à travers la circulaire de 2010, on souhaite transférer ces contraintes que s'impose l'État à ses opérateurs, puisqu'ils sont finalement dans le champ État. Il y a un certain nombre de points sur lesquels ça se traduit très clairement. La maîtrise des effectifs, la masse salariale, la déclinaison des plafonds d'emploi ministériels au niveau des opérateurs, la règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, qui a été transposée aux opérateurs à travers cette circulaire, la déclinaison de la politique immobilière de l'État avec la rationalisation du patrimoine public, la réduction, si on prend encore un autre exemple, la réduction des coûts de fonctionnement avec la mise en place de plans de réduction d'achat à 3 ans à hauteur de 10%, et puis plus généralement la contrainte sur les financements qui découlent directement de la contrainte budgétaire de l'État et de la diminution des financements sur les différents programmes. Donc, Guilhem, concrètement, quels sont les champs sur lesquels la tutelle va s'exercer? Alors on l'a commencé à évoquer, la tutelle c'est un contrôle qui est complexe parce que c'est un contrôle qui est, comme c'est mentionné ici, multiforme. C'est un contrôle qui s'exerce sur tous les champs de la gestion d'un opérateur et qui est censé plutôt permettre à l'État d'avoir réellement la main sur les décisions stratégiques de l'opérateur, les nouvelles actions que l'opérateur souhaite développer, la mise en place d'un programme d'investissement à court ou à moyen terme, des décisions liées au recrutement sont, j'ai envie de dire, presque toutes maintenant prévisées par l'État, en tout cas, sont susceptibles de faire l'objet de cet exercice de contrôle qu'est la tutelle. Alors, plus traditionnellement, la tutelle englobe d'ores et déjà des champs qui préexistaient, hein, tout ce qui relève du fonctionnement institutionnel et de la gouvernance de l'entité, ce qui se traduisait très concrètement par la participation du ministère de tutelle aux instances collégiales de décision, la présence au conseil d'administration, la capacité à approuver une décision budgétaire, qui là-dessus continue d'intégrer le champ de la tutelle, et puis là aussi ce qui était assez communément admis, le suivi par le ministère de la gestion budgétaire et financière de l'organisme, même si sur ce deuxième point, on remarque quand même depuis 3-4 ans maintenant un vrai renforcement dans les exigences en matière de reporting financier, dans la qualité de l'analyse financière et budgétaire produite par les tutelles, et donc dans la pertinence et l'intensité des questionnements qui sont formulés à l'égard de l'opérateur. Il n'en reste pas moins, et je vais m'arrêter là, que cet exercice de tutelle, notamment sur ces champs traditionnels, est extrêmement variable d'un établissement à l'autre, hein. On est quand même ici dans un rapport de force qui s'établit entre le ministère technique et puis l'opérateur, qui va dépendre de la composition des organes de direction, de la légitimité, de l'influence du responsable de tutelle vis-à-vis des dirigeants de l'organisme. Tu viens de nous rappeler les champs traditionnels, mais au-delà de ces champs traditionnels, est-ce que le contrôle des tutelles va se déployer sur d'autres types de sujets ou d'autres attentes? Tout à fait.
tous les champs de gestion sont susceptibles d'être touchés. Donc si on essaye un tout petit peu de catégoriser tout ça, la mise en œuvre des missions et activités dans le respect du principe de spécialité statutaire de l'opérateur constitue bien évidemment un champ de tutelle, avec vraiment là, j'ai envie de dire, une descente, un approfondissement de ce contrôle au niveau le plus fin, c'est-à-dire presque au grain de l'action mise en œuvre par l'opérateur, des différentes actions qu'il déploie pour mettre en œuvre ses missions statutaires, dans le sens où cet opérateur est effectivement un acteur de la politique publique, alors évidemment avec une intensité très variable selon le poids financier, humain de l'opérateur dans le programme budgétaire dont il dépend. Hein. Autre champ sur lequel la tutelle aujourd'hui se déploie de plus en plus, et tu l'as dit, on y reviendra hein, en fin de présentation à titre d'illustration, les aspects de tutelle sociale, puisque là, effectivement, au-delà de l'aspect budgétaire, c'est-à-dire de la maîtrise des crédits, des charges de personnel, hein, de plus en plus, on va entrer dans des éléments de tutelle relatifs à l'adéquation des compétences aux besoins et aux besoins d'expertise de l'opérateur, à la structure d'emploi dans ces éléments permanents, non permanents, CDI, CDD, en gestion au sein d'un ministère mis à disposition, etc. Donc une connaissance fine de cette structure d'emploi, et puis des aspects plus prospectifs hein, liés à l'évolution des effectifs et des compétences. Et puis peut-être troisième grand champ de déploiement de la tutelle aujourd'hui, tout ce qui relève des aspects patrimoniaux, et notamment en matière immobilière, puisque de plus en plus, c'est le cas notamment des universités, on a organisé des transferts importants hein, de patrimoine immobilier, de patrimoine en termes de matériel technique, de l'État vers les opérateurs qui le conservent en gestion. Ça touche aussi pour les opérateurs culturels des problématiques de valorisation du patrimoine public au titre des monuments historiques, des collections, ou même du bon entretien et de la bonne maintenance des équipements techniques. Voilà donc un tout petit peu quels sont ces différents champs. Peut-être, Philippe, à titre de synthèse, tu peux nous repréciser quel est l'enjeu stratégique vu du point de vue de l'établissement face à ce contrôle rénové qu'est la tutelle. Alors, sur l'aspect stratégique pour les établissements, je pense qu'on peut relever trois éléments. C'est un besoin d'avoir une vision détaillée de l'activité, ça veut dire qu'en termes d'attente de la part des tutelles, il y a une volonté à la fois d'élargir et de préciser tout ce qui est lié à l'activité. Le deuxième point va concerner le fonctionnement, c'est-à-dire la manière dont l'organisation se trouve être opérée au sein de l'établissement. Et puis, in fine, tout cela va se traduire par des éléments chiffrés qui vont traduire la situation financière de chacun des opérateurs avec leurs spécificités, leurs contraintes. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la gestion de tutelle implique la nécessité de transparence de la part des opérateurs, mais tout en gardant leur autonomie, pour garder leur pouvoir de gestion et leur capacité à faire évoluer et à rendre plus performante leur structure. Et le paradoxe de dire je suis un élément de l'État, mais je suis indépendant de l'État. Donc concrètement, ce qui veut dire qu'il est sans doute aujourd'hui pour les opérateurs assez déterminant de mettre en place et de s'organiser au plus vite pour répondre à l'exigence ou aux exigences au pluriel des services en charge de la tutelle. Alors oui, effectivement, je pense qu'on peut retenir trois grands éléments structurants hein, qui vont conduire cette démarche. La première va concerner l'identification de l'ensemble des interlocuteurs. Alors pourquoi? Parce que les interlocuteurs sont variés, leur nombre augmente, et souvent avec des attentes différentes. Guylaine, je pense que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce point. Oui, c'est vrai que la tutelle, au sens strict du terme, c'est l'exercice d'un contrôle par le ministère technique dont dépend l'opérateur. Donc c'est la tutelle technique, mais on le sait, sous cette appellation peut-être un peu globale de tutelle, on peut aussi tout à fait inclure tout ce qui relève d'un contrôle plus financier exercé par les ministères financiers, que ce soit au titre du CBCM, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel présent au sein du ministère, au titre d'un contrôleur budgétaire régional, hein, qui est l'aspect déconcentré, au titre d'un contrôleur budgétaire au sein d'un rectorat pour une université, la direction du budget également à travers
MPAP qui est finalement un petit peu le pilote de la doctrine sur ce qu'est l'exercice de la tutelle, et puis de manière peut-être un peu plus distanciée, des demandes d'information qui ne relèvent pas directement de la tutelle mais qui pourraient s'y assimiler, qui sont liées à des exigences d'un corps de contrôle ministériel, d'une équipe d'auditeurs externes, de la Cour des comptes dans le cadre de son processus de certification, dans le cadre de ses missions de contrôle des comptes publics traditionnels. Donc les interlocuteurs, deuxième élément important, c'est de planifier des échanges sur l'exercice. Est-ce à dire qu'il faut mettre en place un calendrier? Très certainement. Qui dit beaucoup d'interlocuteurs dit effectivement des demandes diverses, parfois contradictoires, si ce n'est contradictoire, en tout cas des demandes qui se chevauchent, et que cet aspect d'organisation calendaire nous apparaît effectivement tout à fait primordial. Dans un premier temps, pour organiser le calendrier vis-à-vis de la tutelle technique, mes CA, mes pré-CA, mon calendrier d'approbation budgétaire, mes réunions stratégiques de mi-année, mes rendez-vous spécifiques qui sont liés là à l'organisation interne entre un opérateur et son responsable de tutelle. Et puis, autant que faire se peut, de prévoir dans ce calendrier des exigences complémentaires de restitution des données financières, de transfert des informations budgétaires, etc. etc. Le troisième élément complémentaire, après les interlocuteurs et les calendriers, ce sont les données que l'on doit sélectionner et qui vont être à la fois utilisées, peut-être retravaillées, pour être mises à disposition des tutelles. Qu'en est-il exactement de ces informations? Alors, compliqué de faire une typologie exhaustive de l'ensemble des informations sollicitées, mais enfin, voilà, quel que soit le tiers qui sollicite l'opérateur, la donnée budgétaire et comptable, c'est-à-dire les données financières, sont des éléments de reporting traditionnel, les éléments liés à l'activité, à la mise en œuvre des missions, des éléments liés à la gestion humaine et sociale de l'opérateur, en tout cas tous ces éléments qui finalement s'intègrent dans le champ de la mesure de la performance, qui est bien de mettre en regard des données liées à l'activité avec des données liées aux moyens humains et financiers alloués à la structure pour les mettre en œuvre. On vient de voir comment s'organiser. L'autre question que les opérateurs peuvent se poser, c'est comment se préparer à cette gestion de tutelle. Et il nous semble qu'à cet égard, il y a trois éléments, trois sphères d'optimisation qu'il convient de visiter. Le premier, ce sont les comptes publics. Le second, la notion de performance. Et le troisième, la notion de politique publique. Alors, en ce qui concerne les comptes publics, finalement, en quoi les opérateurs sont des éléments des comptes publics, Guilhem? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la LOLF, titre 3, compte 26 dans le plan comptable de l'État, les opérateurs sont clairement intégrés dans le périmètre budgétaire et comptable de l'État. À ce titre, l'opérateur s'inscrit, notamment d'un point de vue budgétaire, dans la trajectoire pluriannuelle de dépenses de l'État. Donc l'État a des attentes de plus en plus fortes en termes de qualité de l'information budgétaire. GBCP organise, on a fait un webinaire là-dessus, le passage des opérateurs en AECP pour justement avoir le même niveau d'information budgétaire entre les services de l'État et les opérateurs. Il y a une attente de plus en plus forte également en termes de soutenabilité et notamment de capacité à décliner des budgets dans une dimension pluriannuelle pour les opérateurs, qui sont voilà, des vrais éléments de fiabilisation de l'information produite par l'opérateur et exploitée par son service de tutelle. Donc le simple fait d'être un élément de ce budget de l'État rend nécessaire un certain nombre de reporting d'informations et d'une information qui est une information sécurisée. D'un point de vue plus comptable, on l'a dit, on est dans une logique aujourd'hui de consolidation des comptes publics entre les comptes de l'État et les comptes des opérateurs, ce qui a très clairement des conséquences pour la gestion des opérateurs, notamment
en termes de délai de restitution des comptes pour que les comptes des opérateurs puissent être intégrés dans les comptes consolidés de l'État, ce qui se traduit très concrètement par une diminution extrêmement forte des délais de clôture. On avait 4 mois, on est passé à 3 mois de manière incitative à travers une circulaire. GBCP nous dit la cible c'est 2 mois. La DGFiP demande à ce que les comptes soient déversés dans l'infocentre PN la 4e semaine après la clôture de l'exercice budgétaire en comptable. Donc c'est vrai qu'il y a une accélération de ces délais de clôture et une accélération du reporting à fournir au ministère financier. Bon, il n'en reste pas moins que ces éléments qu'on évoque là sont des éléments assez peu stratégiques. Ça relève surtout de la transmission dans des délais courts d'informations qui doivent être sécurisées. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'éviter de perdre du temps et donc de gagner en efficacité, Philippe, sur ces sujets-là? Effectivement. Alors, il y a 2 éléments qui vont permettre d'améliorer, et je dirais d'évacuer un petit peu cette contrainte. Le premier, au travers, je dirais, d'une industrialisation du reporting vers la DGFiP. On a un cadre qui est extrêmement normalisé de reporting, donc on a capacité à automatiser à un certain niveau l'ensemble des informations qui sont adressées à la DGFiP. Pour autant que l'ensemble de ces informations ait un niveau de qualité et un niveau de fiabilité suffisant, et ceci pourra être servi à la fois par la possibilité, comme disait Guilhem, de réduire les délais de clôture, c'est-à-dire passons du temps à analyser la donnée et non pas à la produire, et deuxièmement, plus cette information sera de qualité et plus, je dirais, le processus de reporting vers la DGFiP, par l'envoi de ces fichiers, sera fiabilisé. Donc c'est deux choses qui sont concomitantes, mais qui concourent effectivement à évacuer des éléments, des contraintes qui n'ont pas un poids stratégique important. Donc si je te comprends bien, Philippe, le premier axe important en termes de gain d'efficacité, c'est l'automatisation de la transmission de ces informations à la DGFiP avec la mise en place d'une production automatique de ces données par rapport à un cadre qui est un cadre extrêmement normé. Absolument. Le deuxième point, le second axe majeur, c'est effectivement celui qui va permettre de répondre aux objectifs de diminution des délais de production des comptes. C'est donc de sécuriser ce processus, peut-être d'anticiper certaines étapes pour permettre d'avoir une vision claire des chiffres pour pouvoir faire les analyses et construire ce reporting, je dirais, de manière construite, industrialisée et selon le timing qui a été défini et qui devient de plus en plus contraignant pour les opérateurs. Nous venons d'évoquer les opérateurs en tant qu'élément des comptes publics. Nous avons parlé comme deuxième élément de la performance. Est-ce que tu peux nous dire, Guilhem, quelle est la contribution des opérateurs sur ce point de la performance? Oui, alors on est effectivement là au cœur de l'exercice de la tutelle. On est aussi sans doute sur un des éléments qui est le plus difficile à percevoir vu du point de vue de l'opérateur, puisqu'effectivement, le responsable de tutelle ministérielle participe à la mesure de la performance organisée au niveau du programme budgétaire par le responsable de programme, et donc il contribue chaque année, dans le cadre du calendrier budgétaire de la loi de finances, à la fois à la préparation d'un PAP, un projet annuel de performance, et puis également en fin d'exercice à la rédaction du RAP, le rapport annuel de performance, qui est structuré autour des grands objectifs que met en place la LOLF pour chacun des programmes, structuré autour de la production d'indicateurs commentés par le responsable de programme. Les opérateurs, en tant que composante du budget de l'État, sont au cœur de cet exercice de mesure de la performance, à plus forte raison s'ils représentent un poids significatif dans le programme budgétaire. Quand on a des programmes, je prends un exemple comme le programme météorologie, où on a l'ensemble des crédits qui, en réalité, sont alloués à Météo France, qui est un opérateur, il est bien évident que finalement cet exercice de PAP et de RAP annuel est quasiment exclusivement mis en œuvre par l'opérateur en tant que tel. Mais voilà, ici, ce qui va faire un élément de tutelle fort, c'est que finalement, les services ministériels vont très largement solliciter les opérateurs pour les aider à renseigner
les indicateurs et puis à commenter les résultats obtenus. Et donc il va y avoir toute une demande répétée, au moins avec 2 grandes itérations dans l'exercice, autour de ces informations nécessaires à la préparation de ces documents. Alors tout ça va-t-il avoir un impact sur la nature des données dont on va avoir besoin pour exécuter ce reporting des performances? Oui, alors la situation a beaucoup changé sur ce point particulier, puisque c'est vrai que la LOLF était extrêmement ambitieuse à l'initio, avait mis en place énormément d'objectifs, énormément d'indicateurs, et donc des données de nature très complexe à faire remonter, à la fois des données budgétaires et financières. Il faut évidemment, dans le cadre des documents budgétaires de l'État, retracer l'ensemble des crédits, l'ensemble des moyens humains alloués aux opérateurs, mais également beaucoup d'informations liées à des indicateurs de performance, efficience, efficacité, etc. Bon, aujourd'hui, ce que l'on peut dire après 7-8 années de mise en œuvre de la mesure de la performance au sein de l'État, on a connu une simplification, une rationalisation en termes de nombre d'objectifs, en termes de complexité et de nombre d'indicateurs, qui font que si on a eu des taux de changement très importants au sein des indicateurs de mesure de la performance dans les premières années, aujourd'hui on va vers une relative stabilisation des indicateurs et donc une stabilisation des informations que les services ministériels vont solliciter auprès de la tutelle. Il n'en reste pas moins que voilà, d'une situation à l'autre, on va avoir quand même des informations qui peuvent être assez fines et assez complexes à retraiter pour les opérateurs. Et qu'en est-il du fameux SIOP? Alors le SIOP, c'est effectivement la petite nouveauté qui n'est pas si nouvelle que ça, puisqu'elle a été finalement mise en place en 2011, réellement déployée au cours de l'exercice 2012 et puis cette année pour 2013. Alors le SIOP, c'est l'outil informatique qui est censé nous simplifier la vie. Quand je dis nous simplifier la vie, c'est que c'est un outil qui a vocation à être alimenté par les services de tutelle ministérielle d'un certain nombre d'informations, toujours sur les mêmes catégories de données que ce que l'on a vu, c'est-à-dire des informations financières, sociales, puis des informations liées à l'activité et à la gouvernance. Maintenant, alimenté par les services de tutelle, il y a un grand nombre d'informations que les services de tutelle vont s'empresser de demander aux opérateurs en direct pour pouvoir renseigner le SIOP. Mais enfin, ce SIOP a vocation à être l'unique vecteur d'alimentation des volets opérateurs dans les documents budgétaires de l'État et a quand même très largement vocation à faciliter la production de CEPAP et CERA. Donc, il va y avoir, avec la mise en place de ce SI opérateur, des échéances de saisie, qui sont au moins 3 échéances. Avant fin juin, on saisit l'ensemble des données budgétaires. Avant fin juillet, l'ensemble des données financières au titre de l'exercice écoulé. Avant fin décembre, l'ensemble des données, je dirais, facultatives que prévoit la circulaire de 2012 sur le SIOP. Donc, ça devrait un tout petit peu plus permettre de cadrer la nature du reporting dans le cadre de la mesure de la performance. Donc, Philippe, finalement, entre PAP, SIOP, la grande question également pour les opérateurs, d'un point de vue très fonctionnel, c'est est-ce que les systèmes d'info des opérateurs, qui sont très divers, on le sait, vont pouvoir suivre, entre guillemets, ces exigences, cette inflation de demande d'information de la part des services de l'État? Alors, on ne peut pas répondre pour tous les opérateurs, mais sur le principe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin d'avoir une harmonisation entre le système de reporting interne et les attentes du SIOP. C'est-à-dire, il faut bien comprendre le besoin tel qu'il est exprimé ou les besoins d'information vers les tutelles, et notamment au travers du SIOP, et s'assurer, mettre en œuvre à la fois en termes d'organisation, de procédures et de données, un système qui va permettre de fournir ces informations dans le cadre attendu, et qui est un cadre qui est relativement formalisé, mais toujours en ayant la volonté de mettre en adéquation le besoin de la tutelle avec la manière dont le système d'information interne va être organisé. Merci. En quelques mots, Philippe, du coup, les enjeux clés, si on peut synthétiser sur ce point-là de la performance. Alors, on peut retenir trois enjeux principaux.
Le premier, c'est effectivement ce qu'on vient de dire, de prendre en compte les attentes externes pour structurer le reporting de l'opérateur. Il faut que tout ça soit en cohérence. Il ne s'agit pas de construire des systèmes parallèles. Il doit y avoir un système de reporting qui vise à la fois à fournir l'information interne et alimenter la tutelle. Le deuxième point, on a parlé de la diversification des origines des données. Il est indispensable de bien identifier où sont gérées ces données et comment pouvoir les appréhender, c'est-à-dire les prendre en compte pour établir ce reporting. Et le troisième élément qui n'est pas le moindre, c'est d'organiser, compte tenu du nombre grandissant d'interlocuteurs dont on a parlé tout à l'heure, il s'agit d'organiser la gouvernance, à qui appartiennent ces données, qui va récupérer ces données, qui va les traiter, qui va les mettre à disposition, qui va les valider. Donc ces trois points nous semblent des points importants dans cet aspect de la performance des opérateurs vis-à-vis de son rôle vis-à-vis de l'État. Alors, on a parlé des comptes publics, de la performance. Le troisième élément concerne les opérateurs en tant que maîtres d'œuvre des politiques publiques. Qu'est-ce que ça recouvre, cet aspect? Évidemment, c'est pas exclusif de ce que l'on vient de dire. Ce sont des champs, on a essayé de catégoriser un petit peu, mais ce sont des champs qui se recoupent. Ce que l'on veut dire ici, c'est que, au-delà de l'aspect mesure de la performance et de l'aspect reporting financier, l'opérateur, en tant que cheville ouvrière de la mise en œuvre des politiques de l'État, a une relation, a des échanges d'informations particuliers là-dessus. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cet échange d'informations, il est organisé à travers un outil qui a été initié par la circulaire de mars 2010, très largement rappelé depuis, qui est le contrat de performance ou contrat d'objectif et de performance que tout opérateur doit établir avec son ministère de tutelle. C'est un cadre généralisé et en même temps c'est un cadre qui est un cadre individualisé puisque dans le cadre de ce contrat de performance, on va pour chaque opérateur décliner spécifiquement ce que sont les objectifs de l'opérateur. On va aller donc plus loin que la définition des missions statutaires pour fixer sur une échéance calendaire triennale. En général, on va essayer de cadrer la durée du contrat de perf avec la durée du triennal de l'État, de la loi de finances à 3 ans de l'État. Pour 3 ans, fixer ce que sont les objectifs spécifiques qui découlent des objectifs ministériels et puis ce que sont les objectifs propres à l'établissement et on va contractualiser ça. Autrement dit, ce contrat de performance qui va être un exercice très structurant pour organiser le reporting, puisque à partir des objectifs stratégiques et opérationnels déclinés dans le cadre du contrat de performance, on va également prévoir dans ce contrat les indicateurs de mesure de l'atteinte ou non-atteinte des objectifs que l'on s'est fixés à 3 ans. Et à partir de là, le contrat de performance, il est censé organiser la périodicité du reporting, la nature des informations qu'on transmet, les responsabilités que tu évoquais tout à l'heure en termes de gouvernance de cet exercice de tutelle, qui transmet l'information à qui, dans quel délai et quelle nature d'information. Ce qui n'exclut pas pour autant que le ministère de tutelle puisse, en dehors du contrat de performance, continuer à avoir des demandes ponctuelles sur certains sujets d'actualité, mais enfin le contrat de performance va très largement cadrer ce que sont pour les 3 ans la forme et les conditions du reporting qui va donc devoir être construit au cas par cas en fonction du contenu de ce contrat. Voilà, sur ce point-là, ça suppose effectivement que l'opérateur, il ait une vraie souplesse. On n'est plus dans un reporting normé comme on peut le connaître à travers le SIOP, comme on peut le connaître à travers le déversement des informations dans l'infocentre de la DGFiP. On est là sur un reporting spécifique à l'opérateur qui nécessite souplesse et réactivité. Est-ce que l'on a des pistes, des solutions techniques qui pourraient faciliter ça, Philippe? Alors, effectivement, il y a 2 éléments importants dans ce que tu viens de dire, Guilhem. C'est à la fois la diversité des données, à la fois dans leur nature, dans leur origine. Ça veut dire qu'en interne, pour l'opérateur, ça nécessite de pouvoir faire le lien et de mettre en relation à la fois des propriétaires de données et des outils. Donc, de pouvoir, à un moment donné, rassembler un certain nombre de données avec un niveau de granularité qui soit pertinent eu égard aux analyses ou aux restitutions que l'on peut être amené à produire.
Et la deuxième chose, c'est aussi en termes d'organisation d'outils, des outils qui permettent une certaine souplesse pour répondre à des besoins ponctuels, qui peuvent être des besoins uniques sur une période de temps. Et donc, on a plutôt une vision qui serait de type un petit peu ce qu'on appelle entrepôt de données, pour rassembler des informations assez différentes dans leur nature, dans leur origine, et puis des outils de type requêteur qui permettent de sélectionner à la demande les informations qui sont demandées par la tutelle, en gardant toujours à l'esprit que les demandes peuvent être variées et nombreuses, mais qu'il ne faut pas que, je dirais, l'ensemble des reportings ou des requêtes aillent provoquer une inflation telle qu'à un moment donné, on ne sache plus exactement ce qui est important, ce qui l'est moins, ce qui doit être fiabilisé ou ce qui doit devenir plus pérenne dans le reporting. Donc toujours avoir cette vigilance au niveau de la construction de ces restitutions, notamment quand elles sont à la demande. En résumé, Philippe, quels enjeux sur ce reporting spécifique à l'activité de chacun des opérateurs? Alors, le premier point, je pense que c'est de s'assurer que l'opérateur est capable de produire l'information attendue. À savoir, on met en place des systèmes dans la mesure où effectivement on a capacité à produire l'information. On pourrait imaginer lors d'une première étape de le faire de manière un tout petit peu plus manuelle, mais il s'agit effectivement de bien comprendre ce qu'attend la tutelle et de bien comprendre en interne quels sont les impacts, quelles sont les contraintes, et de ne pas aller sur des chemins hasardeux. Et puis le deuxième point qui est extrêmement lié, c'est-à-dire que ce soit en termes d'organisation, puisqu'on le répète, mais ça peut impliquer des gens qui sont dans des métiers différents, entre la finance, entre les RH, entre des activités particulières dans l'établissement. Il faut que ces gens puissent se parler, se comprendre, partager les mêmes plannings, fournir des informations à des outillages communs, et ceci afin de pouvoir répondre aux objectifs de reporting vers les tutelles avec une périodicité qui peut être la demande. Alors, on vient de tracer un petit peu de manière, on va dire, un peu théorique, schématique, le contrôle des tutelles. Guilhem, est-ce que, pour être plus concret, est-ce que tu pourrais nous faire une illustration au travers d'un cas pratique? Volontiers, enfin un cas pratique. En tout cas, prendre l'un des champs peut-être aujourd'hui de la tutelle, qui est l'aspect du contrôle sur les éléments sociaux des organisateurs, puisque c'est quand même l'un des champs qui a le plus évolué. La nature des informations attendues de la part des ministères s'est considérablement complexifiée, puisque si on avait traditionnellement des opérateurs qui suivaient une enveloppe globalisée de crédit et un plafond d'emploi décliné en plafond LFI et hors LFI pour les ETP présents au sein de l'opérateur, on a maintenant, à travers les documents prévisionnels de gestion, des informations de nature infra-annuelle, des informations de nature beaucoup plus fine sur la structure des emplois, sur les facteurs d'évolution de la masse salariale au titre des mesures catégorielles, des mesures individuelles, des mesures générales, au titre du GVT, positif, négatif, etc., qui sont à produire par les opérateurs, déclinés par catégorie d'emploi, suivi à plusieurs moments au cours de l'exercice. Donc on a des informations de nature beaucoup plus fine, et puis après, on a de plus en plus de ministères de tutelle qui ont également des exigences au-delà de la maîtrise des plafonds et de la maîtrise des crédits de masse salariale, des attentes en matière de données sociales, au titre du climat interne, au titre de la prospective, en matière d'évolution des effectifs, des compétences corrélées à l'évolution des métiers et des missions de l'établissement. Donc les informations sont aujourd'hui de plus en plus diverses. Elles nécessitent donc d'être extraites notamment de systèmes d'information, mais peut-être pas uniquement de systèmes d'information, qui ne sont plus exclusivement des systèmes d'information budgétaro-comptables. Évidemment, le système d'information financier, dans ses modules budgétaires, dans ses modules
comptable et de comptabilité analytique continue d'être une source d'information intéressante sur la prévision et le suivi de la masse salariale, mais les applicatifs RH spécifiques, les applicatifs de paye sont évidemment intégrés, et puis sans doute aussi des applicatifs métiers qui permettent d'avoir justement ce lien direct entre l'activité réelle de la structure, entre son organisation peut-être plus ou moins déconcentrée, et puis les besoins humains que cela représente. À plus forte raison, dans un futur proche, cette problématique des sources d'information, elle va encore très largement évoluer, notamment avec la mise en place de l'ONP, l'opérateur national de paye, qui va amener à externaliser cette fonction de paye auprès d'un tiers qui va servir de prestataire de services pour les différents établissements et services de l'État. Qui dit source d'informations multiples dit également détenteur d'informations multiples du côté de l'ordonnateur, du côté du comptable, au sein d'un contrôle de gestion, au sein d'une DRH, etc. Donc ça suppose également qu'on mette en place en interne, tu l'as déjà un petit peu évoqué, donc je l'ai dit, l'organisation nécessaire à la bonne production d'informations. Qui est le responsable de la production d'informations? Qui coordonne ces différents acteurs pour produire dans les délais impartis quasiment tous les trimestres sur ces informations sociales les informations, qui synchronisent et valident l'information. Au-delà de l'origine, de l'extraction, de l'organisation, il y a la question de ce que l'on va faire, puisque avec ces informations sources, puisqu'on peut aussi bien solliciter l'opérateur pour des données, je dirais des données d'ordre prévisionnel, dans le cadre d'un budget, dans le cadre de la mise en place d'un contrat de performance, on est presque dans de la simulation à 3 ans, dans le cadre de la mise en place d'une GPEC ou d'une GPRH, on va être dans une simulation encore un peu plus long terme sur ces informations sociales, mais aussi bien des données de réalisation, on l'a dit, à échéance infra-annuelle, trimestrielle, et puis à échéance annuelle, dans une logique d'historisation, c'est-à-dire aussi d'être en mesure, pour une analyse spécifique et approfondie, de produire des séries longues de données sur ces éléments sociaux. Donc le responsable de la réponse à fournir à la tutelle, il doit également avoir cette compétence à exploiter la donnée pour derrière pouvoir transmettre l'information de manière la plus sécurisée possible et dans des délais qui sont des délais satisfaisants aux yeux du ministère de tutelle. Donc voilà un tout petit peu sur cet exemple de la tutelle sociale. Maintenant, Philippe, peut-être pour achever un petit peu cette présentation, est-ce qu'on pourrait essayer de faire une synthèse en structurant la nature des échanges avec la tutelle pour un opérateur de manière générale? Absolument. On va synthétiser un petit peu tout ce que l'on vient de dire. Au travers de ces restitutions, on va différencier la restitution des GFIP, qui est une restitution, on va dire, plutôt financière, si on considère que la balance générale est un élément prégnant de cette restitution par rapport aux 3 autres éléments dont on a parlé tout à l'heure, de reporting vers les tutelles. Alors, ce qu'on note aujourd'hui, c'est des responsabilités élargies. Guilhem en parlait tout à l'heure, on est passé d'un environnement, on va dire, comptable, budgétaire, un peu spécifique, à une vision plus détaillée, plus complexe de cette sphère, de ce périmètre comptable financier, et puis le besoin d'y adjoindre d'autres types de fonctions. À titre d'exemple, on a parlé des RH, du patrimoine, de certaines applications métiers qui sont nécessitées pour faire le reporting. Donc on voit et puis des reportings concernant la gestion des marchés, qui est importante. Donc on voit des responsabilités élargies, c'est plus le domaine réservé de la finance, des complexités d'une granularité qui est grandissante par l'augmentation du périmètre de la restitution. Alors, cette restitution, on peut dire qu'il y a 3 typologies de restitution, au travers soit d'une extraction structurée, telle qu'un fichier, on va dire, assez normé vers la DGFIP, d'un reporting, d'une restitution dont la formalisation est relativement bien définie, notamment, on a parlé tout à l'heure du SIOP, et puis
on a de manière complémentaire des analyses à la demande qui, elles, n'ont pas forcément un cadre défini a priori, et donc il va falloir s'adapter à la manière de pouvoir restituer ces informations. Alors ça veut dire quoi en termes de système? Ça veut dire que d'un côté on va avoir défini des reportings qui vont être relativement figés et qui vont permettre sous une périodicité donnée de pouvoir transférer les informations. Le deuxième, c'est quelque chose qui est formalisé mais qui peut avoir en interne un certain intérêt de dupliquer, de gérer à la fois du reporting interne et de la restitution vers les opérateurs. On a des requêtes qui sont prédéfinies avec la possibilité de produire à la fois la préparation de ce reporting et les analyses internes. Et puis le troisième point, c'est la capacité de construire ces restitutions sous forme de requêtes, mais ceci par rapport à un besoin qui était mis à la demande par la tutelle. Alors, le premier cas qui est le plus, on va dire, le plus structurant pour l'opérateur, c'est le cas du reporting des GFIP, où on a vu l'importance de la clôture, c'est la production, la sélection des données de manière, on va dire, industrielle, et puis la transmission sous une forme qui est vraiment structurée vers la DGFIP. Les deux autres éléments qu'il faut prendre en considération, c'est la construction d'un modèle de restitution interne, qui pourra progressivement aller vers quelque chose de plus figé, dans la mesure où la tutelle va, je dirais, le pérenniser et va le structurer de manière un peu plus importante. Et donc, on va avoir plutôt des restitutions normalisées, qui peuvent être soit des requêtes, pour donner une liberté en interne, soit des choses plus structurantes, telles que ça peut exister vers la DGFIP. Et puis le troisième élément, qui va concerner des requêtes qui sont produites à la demande, et là qui nécessite à la fois d'avoir, au travers d'un entrepôt de données, l'ensemble des informations avec le niveau de détail nécessaire, et de l'autre côté, des requêtes qui permettent, selon des critères, selon des modes de sélection, de pouvoir répondre et de pouvoir adresser, par rapport à cette demande, l'information attendue par la tutelle. Donc je pense que là, on a à la fois, en termes de nature de données, en termes de contraintes et en termes de solutions, je dirais une synthèse pour répondre et pour évoluer avec les différentes attentes des tutelles. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc peut-être avant de vous laisser la parole, ce que l'on peut en dire de manière conclusive sur cet exercice de tutelle, c'est qu'on passe d'un exercice qui est un exercice qui était très scandé, très normalisé, exclusivement ou quasi exclusivement autour des conseils d'administration de l'opérateur, à un exercice qui est beaucoup plus diffus, qui est un exercice permanent, qui est un exercice complexe, avec beaucoup d'informations à transmettre, même si il est très clair que d'un ministère à l'autre, d'un programme budgétaire à l'autre, la réalité de ce qu'est cet exercice de la tutelle va être extrêmement différente. Autrement dit, ça limite quand même la définition d'une réponse unique et normée que n'importe quel opérateur pourrait apporter à son ministère de tutelle. Et ça rend obligatoire l'organisation d'une réponse au cas par cas et avec un objectif quand même très concret pour les opérateurs qui est d'éviter toute surconsommation d'énergie, de ressources pour produire l'information, comme l'a dit Philippe, plutôt de réserver ce temps à l'analyse, aussi bien au titre du pilotage interne de l'établissement qu'au titre de l'analyse à fournir au ministère de tutelle. Donc la réflexion en direction des outils, c'est une réflexion intéressante dans le sens où elle va permettre à l'opérateur de gagner en efficience dans cette réponse aux exigences de la tutelle et de limiter autant que faire se peut le temps consacré à rechercher l'information, la mettre en forme, la transmettre à l'opérateur, ce qui doit dégager une valeur ajoutée, des marges de manœuvre en gestion pour chacun de nos opérateurs. Voilà un peu ce que l'on peut dire aujourd'hui de ce qu'est cet exercice de tutelle et de ce que sont les pistes pour le structurer. Maintenant, nous souhaitons nous tourner vers vous et puis vous poser la question, aujourd'hui, êtes-vous prêt à répondre aux attentes de la tutelle? Ça veut dire, vos interlocuteurs sont-ils tous identifiés? Le calendrier des échanges est-il en place aujourd'hui? Avez-vous une vision claire des natures de restitution attendues? Avez-vous identifié l'origine et le propriétaire des données?
Vos restitutions internes sont-elles alignées sur celles des tutelles? Vos outils actuels répondent-ils aux besoins? Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience, de vos attentes, des éléments qui vous semblent manquer, pour que nous puissions échanger, et peut-être des questions qui restent encore en suspens pour pouvoir répondre à tous ces besoins de reporting vis-à-vis des tutelles?